Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de l'actu. On a des baisses de prix, on a des possibles processeurs chez Intel, toujours sur la plateforme LGA 1700. On a de l'upscaling sous Windows, enfin il y a plein de trucs juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h/24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence du côté de chez Intel, côté processeur, avec le 14900KS qui a été aperçu dans la base de données d'OCCT. Alors, les processeurs KS, ça fait plusieurs années qu'Intel les sort, c'est grosso modo les mêmes, avec des fréquences légèrement plus élevées, ce sont des processeurs triés plus ou moins. Bon, le 14900KS fait donc suite au 13900KS et 12900KS, faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup sur le marché, et en plus de ça, ils sont souvent quand même beaucoup plus chers que les 14900K de base par exemple. Bon alors je vous avoue que déjà entre un 13900K et un 14900K il n'y avait pas énormément de différence, c'était juste des fréquences supérieures. Ici ce sera la même chose, hein. Le 14900KS va chercher les 6.2 GHz en boost maximum, là où le 14900K c'est 6 GHz. On le sait aussi, ce sont des processeurs qui consomment énormément. Bah, le 14900KS ce serait probablement encore pire que le 14900K, puisqu'apparemment, hein, si on laisse juste le processeur aller taper sa limite de consommation, il va aller toper jusqu'à 409 watts, ce qui est absolument démentiel. Bon alors après, comme on peut le voir ici, hein, ça ne maintient ce niveau de consommation là que quelques secondes, sans grande surprise, ça va probablement taper la limite du système de refroidissement, et les 100 degrés et plus du processeur qui fait qu'après, ben, ça descend, ça throttle. Donc bref. Quel intérêt de sortir ce processeur? Bon, ça intéressera probablement quelques passionnés. Après, je vous avoue que pour le grand public en général, le 14900K est déjà pas hyper intéressant par rapport même au 14700K. Le 14900KS changera pas grand chose, surtout ça coûtera probablement plus de 600 balles. Alors, on continue toujours chez Intel, mais du côté des rumeurs au ce coup-ci. Alors, on est toujours sur la plateforme LGA 1700 avec possiblement de nouveaux produits. Ça ne veut pas dire que ça arrivera, hein. Mais on entend parler d'un Bartlett Lake S qui utiliserait un refresh de Raptor Lake. Refresh, donc on serait sur un refresh d'un refresh d'un refresh d'un refresh. Ce serait absolument n'importe quoi, mais bon, à la base, hein, on a des rumeurs de chez Benchlife et Red Gaming Tech sur le sujet. Chez Benchlife, ils indiquent que ces processeurs-là seraient plus destinés à la plateforme Next d'Intel, qui est Network and Edge, enfin je sais plus exactement quel segment c'est, mais c'est pas le segment grand public, même si apparemment ce serait pas totalement impossible que ces processeurs-là arrivent sur la gamme grand public aussi d'une manière ou d'une autre. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'au niveau des rumeurs, on entend parler d'un possible processeur avec 12 gros corps, 100 petits corps, ce qui est probablement quelque chose que pas mal de monde aurait aimé avoir jusqu'ici, puisque c'est vrai que par exemple pour les gamers c'est plus intéressant d'avoir uniquement des gros corps, les petits corps servent pas à grand chose la plupart du temps, donc un 12 corps monolithique de chez Intel avec uniquement des gros corps, ça pourrait être intéressant. Et au niveau des rumeurs, celle qui vient de chez RGT il me semble, hein, bon ils parlent de cette nouvelle gamme Bartlett Lake, apparemment chez Intel, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle génération entre guillemets encore sur la plateforme actuelle, tout simplement parce que la nouvelle plateforme, avec les nouveaux processeurs qui arriveront normalement fin 2024, eh bien comme la nouvelle plateforme serait assez coûteuse et les processeurs également, il se pourrait qu'Intel continue de faire une autre génération en parallèle sur la plateforme actuelle qui coûterait moins cher à produire et probablement moins cher pour l'utilisateur aussi. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que si Intel fait ce genre de move, ce serait pas forcément inintéressant, surtout s'il y a des nouveaux produits intéressants sur la nouvelle gamme. C'est un petit peu ce que fait AMD ces derniers temps avec la plateforme AM4 et AM5. On a les nouveaux produits sur AM5 qui coûtent relativement cher, et la plateforme AM4 avait été maintenue en vie, et on a même vu dernièrement le 5700X3D, qui sont des produits moins chers, mais pas forcément inintéressants si le prix est cohérent, ce qui n'est
pas toujours le cas chez AMD non plus, du moins en Europe. Donc bref, on verra bien comment ça se passe de ce côté-là. Personnellement, j'attends toujours peut-être qu'Intel nous sorte un jour une gamme Connemara Lake S, ce serait probablement des processeurs légendaires, à peu de chance d'arriver. Enfin bref, on verra bien. Et on enchaîne ensuite avec les fluctuations de tarifs du côté des cartes graphiques. Alors principalement ici la 4090. Alors rappelez-vous, la 4090, bon comme on le voit ici c'est les tarifs en Allemagne, mais bon en Europe c'est un petit peu la même chose partout. Cet été 2023, c'est là qu'on a vu les tarifs les moins élevés pour la 4090, tout en sachant que ça coûte quand même toujours très très cher, puisque au plus bas, c'est vrai qu'on avait vu la 4090 passer tout doucement sous les 1600 €. Et à partir du mois de septembre-octobre, on avait commencé à entendre parler de cette histoire de ban à l'exportation des 4090 vers la Chine, avec la plupart des constructeurs qui du coup se dépêchaient d'envoyer tout le stock de 4090 vers la Chine pour les vendre à des tarifs plus élevés, puisqu'il y avait une forte demande là-bas. Du coup, le tarif de la 4090 en Europe avait fortement augmenté, puisqu'on était passé de 1600 balles environ à 1800-1900 € en octobre. En novembre, on avait encore augmenté, puisqu'on était passé entre 1900 et 2000, et même 2100 € vers fin novembre, et on avait atteint un petit peu un plateau à ce niveau-là. Là, apparemment, à partir de janvier, on est reparti sur une baisse, puisqu'on est repassé sous les 2000 balles, et là, en février, on redescend vers les 1800. Alors, on n'est toujours pas au tarif MSRP, même si on peut encore trouver des Founders Edition à ce tarif-là. Je pense que d'ici 2-3 mois, on va retrouver un tarif relativement normal pour la 4090, tout en sachant que de toute façon, son tarif est bien trop élevé à l'heure actuelle, que ce soit au niveau timing et tout ça, même au tarif normal, la 4090, ça coûte très très cher, aussi performante soit-elle. Enfin, pour moi, c'est pas franchement le meilleur moment pour l'acheter, puisque même si on sait pas exactement quand sortiront les 5090, bon, on est clairement dans la deuxième partie de vie de la 4090, donc à part d'en avoir vraiment absolument besoin pour bosser et tout ça, ou qu'on est obligé d'acheter une config maintenant et qu'on veut absolument cette carte-là, pour moi, c'est plus trop le moment d'en acheter une, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Autre prix qu'on a vu passer ces derniers temps, alors j'en avais parlé dans mon test de la 7600 XT, c'est qu'il y avait eu des baisses de tarifs assez agressives sur la 7700 XT. Alors, de ce qu'on a entendu dire, il se pourrait que c'était une erreur de tarif, entre guillemets, et que c'était un petit peu exceptionnel, ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est vrai que la 7700 XT à 350 balles, c'était quand même un plutôt bon deal, puisque c'est quasiment une baisse de 100 $ sur le tarif de la 7700 XT, ce qui la rend beaucoup plus intéressante. Mais c'est vrai qu'à ce tarif-là, on est quasiment au même tarif que la 7600 XT, qui est quand même significativement moins performante. Donc c'est vrai qu'une baisse de tarif aussi agressive pour la 7600, enfin pour la 7700 XT, quand la 7600 XT sort, c'était un petit peu étrange. Après pourquoi pas, des fois AMD on comprend pas trop ce qu'ils font. Mais c'est vrai que ça a enlevé tout intérêt à la 7600 XT, puisque déjà de base à son tarif normal, elle en avait pas énormément. Donc bref, on verra bien comment ça se passe après, mais apparemment, la 7700 XT à 350 balles, faut pas trop y compter, ce qui est un petit peu dommage, puisque c'est vrai qu'à 450 $, même chez nous, à quasiment 500 balles, la 7700 XT est pas vraiment intéressante. Faut vraiment qu'elle baisse. Son tarif de sortie, ça aurait dû être 400 $. Faut espérer que ça descende à ce tarif-là le plus rapidement possible. Et si chez nous elle pourrait s'approcher des 430 €, ça la rendrait déjà un petit peu plus intéressante, tout en sachant qu'on peut trouver des 6800 encore, il y a des fonds de stock de temps en temps, à plus ou moins ce tarif-là, donc il faut vraiment qu'elle baisse de tarif. Alors, plus près de chez nous maintenant, on a les tarifs des 7800 XT et 7900 XT qui ont atteint leurs tarifs les plus bas en Allemagne il y a quelques jours, avec la 7800 XT qui a tapé les 500 € et la 7900 XT les 700 €. Ce qui sont des tarifs quand même beaucoup plus intéressants que ce qu'on avait eu dernièrement, particulièrement pour la 7900 XT, puisque c'est vrai qu'elle tournait plus aux alentours des 800 voire 850 € dans la plupart des boutiques. La 7900 XT a souvent été quand même proposée à des tarifs bien trop élevés, même par rapport à la 7900 XTX. Là, à 700 €, ça devient beaucoup plus pertinent. La 7800 XT, c'est vrai qu'on l'a déjà vu atteindre environ 520 balles assez régulièrement. On avait vu ça au Black Friday, très peu de temps après sa sortie donc, et c'est vrai que même encore dernièrement, on la voit quand même assez régulièrement en dessous des 550 €. Là, passer la barre des 500, puisque c'est 499, c'est plutôt pas mal aussi. C'est vrai que ça la rend encore un petit peu plus intéressante. C'est probablement aussi en réponse à la sortie de la gamme Super de chez Nvidia. Ça doit avoir un impact sur le tarif des Radeon, et c'est très bien si ça arrive, mais il faut que ça continue, et ce serait bien que ça arrive autre part que toujours chez Mindfactory en Allemagne. Mais j'ai envie de dire, si vous devez acheter une carte graphique à l'heure actuelle,
et une carte graphique de chez AMD, que ce soit les 7900 XTX, XT ou 7800 XT, ça vaut peut-être le coup d'attendre quelques semaines et d'acheter quand vous voyez un bon deal. Mais n'achetez pas par exemple une 7900 XT à 800 balles, ça n'a pas de sens. On se doute bien que les tarifs vont aller plus vers le bas, ça va se rapprocher des 700 € quoi qu'il arrive. La 7800 XT, bon, si vous la trouvez à 520 balles par exemple, ça reste intéressant. Après ça dépend du modèle que c'est aussi. C'est vrai que là c'est des modèles L1 de chez Power Color, ce sont de très bons modèles aussi, donc guettez les promos, mais à mon avis ça devrait plus tarder à baisser un petit peu plus franchement. Il y a un petit retard je pense au niveau des tarifs en Europe, comme la plupart du temps, mais je pense que ça va commencer à baisser un petit peu plus rapidement maintenant. Alors on a également eu la sortie de la 3056 Go qui a été officiellement lancée début février. Alors, bon, ça faisait un moment qu'on en entendait parler. La 3056 Go, faites quand même attention. Bon, je pense que ceux qui regardent cette vidéo ne seront pas spécialement intéressés par la carte. Mais bon, déjà, de base, la 3056 Go au niveau du nom, c'est pas terrible. C'est un petit peu le même problème qu'avec la 3072 et 8 Go, à savoir que ce sont des cartes différentes, elles n'ont pas les mêmes performances. Elles n'ont pas juste moins de VRAM, donc les avoir appelées comme ça, pour moi, c'est pas cohérent du tout. C'est le même problème pour les deux modèles. Puisque là, pour avoir 6 Go, ils ont dû castrer le bus mémoire. On est sur un bus mémoire 96 bits au lieu d'un bus mémoire 128 bits pour le modèle 8 Go. Donc on a des performances significativement moins bonnes que le modèle avec 8 Go qui était déjà pas très performant. Puisque pour rappel, la 3050 c'est plus ou moins les performances de la 1070. Donc ici, la 3050 6 Go, elle est très légèrement plus performante que la GTX 1060 apparemment, avec 6 Go de VRAM aussi. Et le tarif officiel c'est 180 $, ce qui est beaucoup trop élevé pour ce type de performance. Je dirais que le seul intérêt de cette carte là, c'est le fait qu'elle n'ait pas besoin de connecteur d'alimentation, donc elle s'en sort avec 70 watts de conso. On peut juste la brancher sur le port PCI Express, il n'y a pas besoin de rajouter d'alimentation. Pour certains builds bien particuliers, ça peut être ok, mais ça la rend pas hyper pertinente. Il faut vraiment en avoir besoin, parce que sinon en dehors de ça, au niveau des performances, pour à peu près le même tarif, on trouve toujours la RX 6600 qui lui est largement supérieure. Donc bref, c'est vrai que sur l'entrée de gamme, c'est toujours la catastrophe. Cette carte-là, c'est la catastrophe. À 200 balles environ, on pourrait quand même espérer maintenant trouver par exemple de la 3060, ça serait déjà beaucoup plus logique que la 3056 Go. Enfin là, franchement, c'est nul. Alors toujours avec les cartes graphiques, on passe du côté de chez Gigabyte. Alors vous en avez peut-être entendu parler, il y avait cette histoire de PCB qui craque sur certains modèles, particulièrement le modèle de chez Gigabyte, pour les cartes avec des radiateurs assez lourds. Donc principalement tout ce qui était 4090 et 4080. Et bien Gigabyte aurait mis sur le marché des nouveaux modèles avec un PCB légèrement retravaillé, qui serait du coup un petit peu plus solide de ce côté-là, puisqu'il y a plus de substrat en fait, tout simplement au niveau de l'encoche par exemple, ce qui fait que la carte est un petit peu plus robuste. Malgré tout, les cartes avec PCB qui craquent, évidemment avec le poids des radiateurs à l'heure actuelle qui sont absolument énormes, vaut toujours mieux utiliser un support dans votre PC, même si le support qui est fourni avec les cartes graphiques la plupart du temps est pas très pratique à installer et pas très joli. Je vous invite quand même plutôt à acheter des petits supports comme on peut trouver sur Amazon, les supports rouges à lèvres là qui coûtent pas très cher. Ça apportera quelque chose d'un petit peu plus robuste pour votre carte et aussi pour le port PCI Express de votre carte mère. Donc si vous avez une grosse carte, n'hésitez pas à mettre des supports, ça peut pas faire de mal. Toujours du côté de chez Nvidia, mais côté intelligence artificielle ici, alors Nvidia a mis en ligne hier une démo du Nvidia Chat with RTX. C'est un chatbot intelligence artificielle, un petit peu comme ChatGPT. Ce qui est intéressant ici particulièrement, c'est que ça fonctionne en local, donc vous n'avez pas besoin de envoyer ou de poser des questions dans le cloud par exemple, et si vous pouvez tout faire sur votre machine. Alors après, bon, faut le télécharger, ça fait quand même 35 Go, le téléchargement c'est quand même assez gros comme fichier. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent utiliser un chatbot en local, le customiser, puisque là vous pouvez feed le modèle d'IA avec vos propres documents et tout ça, pour ce genre d'application, ça peut être intéressant. Tout ce que j'ai entendu dire, ça marche pas trop mal. Par contre, quand même attention, au niveau des requis, au niveau du matos, il faut une RTX 3000 ou 4000, donc ça marche pas avec les RTX 2000, et il faut avoir au moins 8 Go de VRAM. Donc, ce sera pas pour toutes les cartes, mais si vous rentrez dans les clous et que ça vous intéresse, ça peut être intéressant.
Côté driver chez Nvidia maintenant, alors j'en parle puisque la semaine dernière il y avait eu un hotfix des drivers Nvidia qui corrigeait un problème qu'il y avait dernièrement sur les cartes graphiques Nvidia. C'était par exemple que quand vous regardiez YouTube ou que vous utilisez votre navigateur, vous pouvez y avoir des stutters. Eh bien les deux derniers drivers, donc le hotfix et maintenant ce nouveau driver officiel, corrige ce problème là. Donc si vous avez ce problème là et que ça vous pose des problèmes, ça peut être intéressant de le télécharger. Après le driver en lui-même, il y a aussi le RTX Video HDR, ce genre de truc. Personnellement, le RTX Video HDR, j'ai testé vite fait, ça marche pas trop mal, on va en reparler juste après. Mais bon, pour le driver ici dont on parle, le plus intéressant c'est le bug de stutter qu'il y avait avec certains navigateurs. Et donc pour revenir au RTX Video HDR, alors c'est un outil dans les drivers qui permet de convertir automatiquement les vidéos en HDR, par exemple sur YouTube et autres trucs de vidéo dans votre navigateur. De ce que j'ai essayé avec un moniteur HDR, c'est plutôt sympathique. C'est pas parfait, mais ça marche plutôt pas mal dans l'ensemble. Et bien apparemment, certains ont déjà utilisé ce truc-là pour faire des mods, pour pouvoir l'utiliser dans les jeux. Et apparemment, bon, ça fonctionne pas trop mal. De ce que j'ai vu, ça a pas l'air hyper simple à implémenter. Enfin, j'ai pas regardé comment ça a évolué depuis la première version. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que ça fonctionnerait un petit peu mieux que l'auto HDR de Windows 11, par exemple, qui était déjà plutôt correct, mais qui n'était pas parfait. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'NVIDIA sorte aussi cette fonctionnalité-là pour les jeux à un moment ou à un autre de manière officielle, puisqu'apparemment ça fonctionnerait aussi. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment ça fonctionnera par la suite. Pour l'instant ce sont des mods, mais il y a fort à parier que ça débarquera d'une manière ou d'une autre dans les drivers par exemple. Et pendant qu'on parle d'upscaling et d'outils du genre, bien apparemment Windows 11, la prochaine version, la 24H2, pourrait introduire elle aussi un super résolution directement dans l'OS, c'est déjà dans la version de test apparemment. Donc l'automatique super résolution, un petit peu comme l'auto HDR, serait présent directement sous Windows. Alors apparemment, l'automatique super résolution, ça fonctionnerait dans les programmes et aussi peut-être dans des jeux. Ce qui ressortirait, c'est que ça fonctionnerait dans certains jeux, mais pas tous. Donc il y aurait une liste de jeux supportés. Au niveau de ce qui se passerait avec l'OS pour les applications, ce serait un petit peu comme ce qui a été implémenté dans les drivers chez AMD et chez Nvidia pour faire de l'upscaling sur les vidéos directement. Donc ce serait maintenant intégré directement sous Windows. Alors après, pourquoi pas, que ce soit pour les jeux ou pour les vidéos, ça pourrait être intéressant. Et c'est une des premières applications, je dirais, qui tire parti des processeurs avec puces dédiées à intelligence artificielle, comme certains processeurs Ryzen qui sont sortis dernièrement, et les derniers Intel également. Donc c'est une première application possible pour ces parties IA, puisque c'est vrai que pour ici, on nous survend tout ce qui est intelligence artificielle avec les processeurs et tout ça, mais on n'a pas encore vraiment beaucoup d'applications concrètes. C'en serait une, pourquoi pas, avoir le résultat. Moi, je suis plutôt intéressé de voir ce que ça pourrait donner dans les jeux, puisqu'au niveau upscaling vidéo, c'est très bien, mais ça existe déjà, on va dire. Donc pour les jeux, comme ça utilise l'IA, à voir le résultat, mais ça pourrait être intéressant. On passe vite fait du côté des chiffres de vente chez Tech Epiphany. Alors, c'est quelqu'un sur Twitter qui met à jour toutes les semaines des chiffres de vente chez Mindfactory en Allemagne, donc c'est une seule boutique, ça ne représente pas le marché mondial, mais c'est intéressant de voir, je dirais, les tendances dans cette boutique-là, même si c'est quand même souvent les cartes d'AMD qui se vendent très bien chez eux. C'est pas forcément le cas ailleurs dans le monde, mais on peut pas vraiment savoir exactement où on en est, puisque c'est la seule boutique qui me laisse, je dirais, le data libre sur ces chiffres de vente. Donc, là, actuellement, en Allemagne, chez Mindfactory, la 7800 XT, c'est la carte qui se vend le mieux, avec 620 ventes en une semaine, ce qui est quand même beaucoup, puisque c'est plus que la 4070 Ti Super et la 4070 Super combinée, donc c'est de plutôt bonnes ventes, malgré tout. Je trouve que pour la 4070 Ti Super et 4070 Super, ce sont de meilleures ventes qu'avant, donc il y a eu un effet quand même sur les ventes pour Nvidia, pour la nouvelle gamme Super. Et j'avoue que je suis un petit peu surpris de voir que la Ti Super se vend pas trop mal, ça avait déjà été apparent au moment de la sortie et tout ça, elle se vend mieux que ce que je pensais, puisque personnellement pour moi c'est probablement la moins intéressante des 3 cartes Super qui est sortie, et au final elle se vend pas si mal que ça apparemment. La 7900 XT c'est toujours des ventes plutôt correctes, c'est plus ou moins au même niveau que la 4110, on voit que la XTX a quand même descendu un petit peu dernièrement, peut-être justement parce que ceux qui sont intéressés sur ce segment de cartes là se sont un petit peu plus rabattus sur la 4080 Super pour l'instant. Donc je trouve que la XTX doit baisser de tarif pour rester un petit peu plus compétitive. Malgré tout ça reste des ventes plutôt correctes. La 4060 Ti c'est toujours surprenant de l'avoir aussi avec des chiffres aussi élevés. La 4060 également et la 3060. Donc on voit que bon, selon les segments et tout ça,
c'est quand même beaucoup plus partagé. Et on voit que dans l'ensemble, depuis que la gamme Super est sortie, Nvidia est revenu plus proche au niveau du split AMD Nvidia au niveau des ventes, donc ça semble avoir quand même fonctionné, la sortie des nouvelles cartes. Et du côté des processeurs, alors chez Mindfactory, ça fait quand même très longtemps qu'on le sait, c'est majoritairement les processeurs Ryzen qui font les meilleures ventes. Là c'est toujours le cas, mais c'est quand même une différence assez énorme, puisqu'on voit que sur le haut du tableau, c'est uniquement des Ryzen. Le processeur qui se vend le mieux chez Intel actuellement, chez Mindfactory, c'est le 14700K, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Mais bon, comme on peut le voir ici, entre un 14700K et un 7800 X3D, dans cette boutique-là, c'est du x10. Il faut du nombre de ventes, ce qui est quand même assez massif. Le 7800 X3D avec 1140 ventes se vend vraiment extrêmement bien. Ensuite, on retrouve le 5600X et le 5800 X3D. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le tableau, le 5700 X3D n'apparaît pas, mais je suis allé voir les tarifs chez Mindfactory. On voit que le 5700 X3D se vend à 263 € en version boîte, et le 5800 X3D est à 280, donc on va dire qu'au niveau de la différence de tarif, ça vaut pas du tout le coup d'acheter le 5700 X3D au même prix. Mais ça, je dirais, c'est la situation en Europe. Par exemple, suite à ma sortie du test du 5700 X3D, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par celui-là parce qu'il est significativement moins cher chez eux que le 5800 X3D. Donc d'une région à l'autre, ça varie quand même beaucoup. Donc bref, ce qui ressort de tout ça, c'est quand même que la plateforme AM5 semble être sur une bonne dynamique au niveau de la vente en détail, tout du moins chez Mindfactory, puisque c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de processeurs AM5, avec de plutôt bonnes ventes, bon principalement le 7800 X3D, mais on voit que le 7500F et le 7600X, 7600 sont quand même à 300 ventes environ chacun, ce qui est pas si mal que ça. Et on voit que maintenant, petit à petit, ça commence à prendre l'ascendant sur la plateforme AM4, qui fait de la résistance quand même malgré tout. Par contre, on voit aussi que les processeurs de chez AMD qui viennent de sortir, les 8700G et 8600G, ne se vendent pas bien du tout, puisque le 8700G est ici, il se vend moins bien que le 5900X, il n'y a eu que 25 unités vendues du 8700G, ce qui n'est pas vraiment surprenant, puisqu'ils sont quand même vendus beaucoup trop cher, je trouve. Donc bref, pas de grosse surprise ici, mais c'est vrai que pour les processeurs Intel, bon, le 14700K, 110 unités vendues, le 14900K, 70, c'est vrai qu'au niveau du nombre de ventes, c'est pas énorme, et le 14600K est à 50 unités. Donc c'est vrai qu'au niveau de la vente en détail, du côté de chez Intel, chez Mindfactory du moins, c'est quand même pas terrible. Et on passe du côté gaming software ici avec PlayStation qui pourrait changer de stratégie vis-à-vis de ses plans sur les versions PC des jeux qui arrivent souvent quand même assez tard après la sortie des versions PS5 ou PS4, et c'était jusqu'ici la stratégie, de sortir en premier les jeux exclusifs PlayStation sur PS5, et de sortir les versions PC un an et demi plus tard, voire beaucoup plus tard pour certains jeux. Mais ça, ça pourrait changer, puisqu'on l'a vu il y a quelques jours, par exemple avec Helldivers 2 qui est sorti à la fois sur PC et PlayStation en même temps, et le jeu marche plutôt pas mal même sur PC. Et il y a même un split de quasiment 50-50 au niveau des ventes apparemment, donc c'est de très bons scores pour la version PC, ce qui montre que les joueurs, quand le jeu sort en même temps sur PC, ils vont aussi l'acheter sur PC, puisqu'il y a certains jeux first party PlayStation qui sont sortis sur PC beaucoup plus tard et les ventes n'ont pas été terribles. Donc là on verra bien ce qui se passe avec Horizon Forbidden West dans environ un mois. Apparemment la stratégie c'était Jim Ryan qui est sur la sortie, donc ça pourrait changer de stratégie, c'est PlayStation également au niveau de la cadence de sortie des jeux sur PC, des jeux exclusifs PlayStation. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais personnellement, je trouve que ce serait tout bénéfique pour les joueurs PC, bien évidemment, si les jeux exclus PS5 sortaient beaucoup plus rapidement sur PC ensuite. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, les trucs pénibles de YouTube, il y a également la page Ko-fi de la chaîne si vous voulez me soutenir directement, ça m'aide vraiment tout plein. Et puis, on se retrouve du coup très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!